Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les aînés nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Nous accueillons aujourd'hui Marc-André Ouellette, qui est représentant du CSF, du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, pour la région sud de l'île de Vancouver depuis maintenant 20 ans. Bonjour Marc-André. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, comment est-ce que ça a commencé dans votre vie, l'histoire du CSF? On a pensé, même quand on a eu les enfants, alors je suis père de 3 enfants, deux filles et un garçon. À l'époque, les congés de maternité étaient assez courts, 6 mois. Donc, 6 mois après la première naissance, il a fallu trouver une gardienne. Puis là, avec mon épouse, Danielle, on a décidé de trouver une gardienne francophone parce qu'on voulait que les enfants grandissent en français. Fait que là, on en a trouvé une. Et puis, il fallait se rendre à Colwood dans les premiers temps. Là, alors, on faisait 45 minutes de route le matin, 45 minutes de route le soir. Alors, c'était un peu pénible, mais on l'a fait pour la première. Ensuite, on avait 2 de nos amis qui étaient enceintes à peu près dans le même temps que Danielle. Alors, là, on s'est mis ensemble, on a commencé à parler de garderie. Puis, on a fait des demandes à la commission scolaire de Victoria, parce qu'à l'époque, l'école Brodeur appartenait à la commission scolaire de Victoria, et puis pour avoir des locaux pour possiblement ouvrir une garderie. Alors, c'est comme ça qu'a commencé la grande aventure. Alors, on a ouvert la garderie. Les enfants grandissent, se retrouvent en maternelle. On s'implique au sein de l'association de parents. À l'époque, ça s'appelait le comité de parents de l'école Brodeur. Alors, je me suis impliqué comme membre. Ça n'a pas été long, je me suis ramassé vice-président. J'ai fait ça pendant 3 ans. Pendant ce temps-là, il y avait un code cours qui se développait. J'ai été représentant de l'école Brodeur à l'association de parents pendant 1 année. Puis pendant ce temps-là, c'était très, très actif, là, la cour. Alors, on suivait ça de près. Parce que qu'est-ce qui se débattait? C'était pour avoir le droit de gestion pour l'éducation en français. Donc, comme je disais tantôt, l'école appartenait ou était gérée par les anglophones, c'est-à-dire le conseil scolaire du Grand Victoria. Mais nous, l'article 23 donne le droit aux francophones en milieu minoritaire d'être les gestionnaires de leur système d'éducation. Évidemment, en Colombie-Britannique, c'était pas facile. On n'a pas été les premiers. Je pense quand même, on n'a pas été les derniers, mais on a été les avant-derniers. Je pense que Terre-Neuve a été les derniers à donner la gestion scolaire. Alors, le débat, c'était la gestion scolaire. Et ça se passait dans quelle année? Dans les années 80, il y a eu plusieurs départs, des faux départs, et le procès a été ajourné à un moment donné, c'est reparti. Alors, dans les années 85, si je me souviens bien, c'était très actif, là. C'était à ce moment-là que moi, j'ai commencé à être impliqué en périphérie, pas en plein centre. Il y en a d'autres qui menaient le débat très fort. Et puis, en 95, le gouvernement de la Colombie-Britannique a donné le droit, jusqu'à un certain point, aux francophones d'avoir la gestion scolaire. Alors, ils ont créé, par voie de réglementation, ils ont créé la Francophone Education Authority, ça s'appelait comme ça en anglais. Alors, la FEA, et puis, mais c'était pas vraiment de la gestion, c'était un modèle plutôt hybride. On n'était pas content avec ça, mais écoute, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, ils ont nommé 5 personnes au mois de décembre 1995. On a été assermentés à Vancouver en 1996, au milieu janvier. Pour nous, c'était une grande victoire. Parce que là, on était pour avoir la gestion. C'est-à-dire que c'est nous qui étions pour être décidés. Alors, les 5 personnes dont je faisais partie,
on s'est retrouvés au mois de janvier, après la sermentation, dans une salle, pas dans une chambre, mais dans une salle d'hôtel, avec une table et des chaises, et puis des petits calepins de notes fournis par l'hôtel. Puis il y avait quelqu'un du ministère de l'Éducation qui nous a rencontrés, et puis ils ont dit, c'est ça, maintenant vous allez créer le conseil scolaire. Et pourquoi est-ce que vous vouliez que ce soit géré par des francophones? Ben parce qu'on le programme cadre de français, qui était pas si mal, ne répondait pas vraiment aux besoins des francophones. C'était des choses traduites, puis avoir nos propres... des cours qui représentaient la Colombie-Britannique. On voulait pas avoir des traductions de l'Ontario, puis on voulait avoir nos propres écoles, on voulait décider comment c'était pour se faire. On voulait une école à notre image, et non pas à l'image d'autres personnes. Alors, on s'est ramassé, puis là, c'est ça, petite anecdote, le premier, alors on s'est nommé un chef, alors les 5, alors son nom était Vincent Pigeon, un avocat de la région de Vancouver. Puis moi, ma blague, c'était que c'était le pigeon et les 4 moineaux, parce que nous, et puis alors, les pigeons et les 4 moineaux se rencontraient. Évidemment, là, on partait de zéro, on nous donne un certain montant d'argent pour partir le programme. On n'a pas d'école, on n'a pas d'enseignants, on n'a pas d'élèves non plus, parce que le transfert s'est pas fait immédiatement. Alors, il a fallu mettre une structure en place. Il a fallu convaincre les parents, parce que là c'était le choc. Les parents étaient derrière nous avec leur association. C'est l'association de parents qui emmenait le gouvernement en cours pour avoir la gestion scolaire. Mais là, tout d'un coup, on l'avait. Alors là, il fallait faire attention jusqu'à un certain point, pas épeurer les gens, puis de les convaincre de mettre leur enfant dans nos écoles éventuellement. Parce que nous, on va avoir nos écoles. Alors, les choses se passent. Évidemment, la seule personne, sur les 5 personnes, il y en avait seulement une personne qui avait de l'expérience. Son nom, c'est Nicole Messi, qui demeure dans la région de Nanaimo. Puis elle avait été commissaire d'école ou conseiller scolaire, là, dépendant comment vous appelez ça. Au Québec, c'est les commissaires. Alors, elle avait l'expérience, puis elle venait de Nanaimo. Alors, on écoutait Nicole avec beaucoup d'attention parce que c'est la seule qui savait comment est-ce que ça fonctionnait jusqu'à un certain point. Tout le monde qui était autour de la table avait de l'expérience au niveau leadership. C'est pas ça qui manquait. On avait beaucoup de leadership. Des fois, c'est encore plus difficile s'il y a trop de leaders. Oui. Trop de chefs ensemble, c'est difficile. Il y a eu des moments assez... et puis, c'est ça. Alors tout le monde avait... Nicole avait été présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Martine avait été... présidente de l'association de parents. Il y avait Nicole qui avait l'expérience au sein de la commission scolaire de Nanaimo. Et puis Vincent, c'est lui il y avait eu un task force là, qui appelait avec un rapport. C'est ce qui a poussé le gouvernement jusqu'à un certain point à prendre action, surtout après qu'on les ait emmenés en cours. Là. Mais Vincent avait été le président de ou avait participé là, ce groupe de travail-là qui avait réfléchi qu'est-ce qui était pour devenir l'éducation francophone en Colombie-Britannique. Qu'est-ce qui créait la résistance du gouvernement? C'était une question de budget ou de philosophie? Il y a un paquet de choses. Philosophie, pourquoi est-ce que les francophones auraient droit... je parle de la mentalité. Pourquoi que les francophones auraient droit à un système différent. On a un système anglophone qui est bon pour tout le monde, incluant les Chinois, etc., etc. Alors, il a fallu faire valoir nos droits selon l'article 23 de la Charte qui nous donne le droit de gérer, comme il donne le droit aux anglophones au Québec de gérer leur propre système. Alors, c'est pas le même système que les francophones au Québec, c'est un système séparé, géré par les anglophones. Ici, c'est l'inverse. Alors, pour eux, c'était un peu... ils ne comprenaient pas. Deuxièmement, politiquement, c'était pas une bonne affaire, parce que la population, à l'époque, c'était 1% de la population. Eux, il fallait qu'ils justifient toutes les dépenses, qu'ils disent comment ça se fait que 1% de la population a droit. C'était un peu le même
situation avec l'éducation autochtone. C'est pas une bonne façon de se faire élire. Non. Gagner ces élections. C'est ça. Alors, il y avait peur dans ce temps-là, je pense que le terme des retombées politiques. Il y avait très peur des retombées politiques. Qui était au pouvoir à ce moment-là? Quel parti? C'était le gouvernement néo-démocrate. Malgré que c'est eux qui ont fait les pas, mais c'était pas sans avoir eu beaucoup de pression et de la cour et des parents, etc. Voilà. Alors là, on se retrouve à bâtir tout ça. Alors, là, ça a été la grande aventure. C'était excitant. Là. Des fois, je finissais de travailler à 4h30 à Victoria. Je prenais l'avion, je m'en allais à Vancouver, puis je revenais avec le dernier vol là, à 11h le soir, 3-4 fois par semaine. Parce que il faut que ça démarre. On a un certain temps, mais il y a l'urgence aussi, là, dans le sens qu'on a peur qu'on va le perdre. Donc là, vous partez vraiment de zéro, il n'y a rien. Chaque petit calepin, là, c'est tout. C'est ça. Alors là, évidemment, ça nous prend des employés. En fait, là, on a engagé un ancien sous-ministre de l'Éducation pour nous guider. Parce que, évidemment, même si Nicole avait un peu d'expérience, elle n'avait jamais parti un conseil scolaire. C'est quelque chose de faire fonctionner un conseil scolaire qui est déjà bien établi, mais en créer un nouveau, ça, c'est d'autres choses. Fait que là, on a engagé M. Fleming et puis M. Carter. Alors ça, c'était des gens d'expérience, c'était des anglophones, mais il n'y avait pas de francophones qui avaient ce genre d'expérience-là. Ben, du moins, on ne pensait pas qu'il y en avait. Alors, on a engagé ces gens-là. On a engagé aussi une secrétaire pour prendre des notes, parce qu'il fallait faire des rencontres, il fallait ouvrir des dossiers, il fallait commencer à faire toutes ces choses-là. Bon, mais petit peu par petit peu, on a mis des jalons, on a fait un échéancier, on a dit, bon, il va falloir commencer à parler avec les syndicats. Parce que là, si on a des écoles, ça prend des enseignants, fait qu'il fallait parler. Pendant 2 ans, ça a été un grand exercice de relations publiques. Donc, si on séparait ça en étapes, quelle a été la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, les étapes importantes? Le problème, c'est qu'il fallait mener il y avait beaucoup d'étapes et il fallait les mener de front. Alors, la première, c'était de convaincre les parents de ne pas se sauver ou de rester du côté anglophone. Il fallait convaincre les commissions scolaires de nous, pas donner, mais de nous céder des écoles, ce qui est quand même un problème qui existe toujours. Là. Alors, par exemple, l'école Brodeur, elle appartenait à la commission scolaire, on l'a déjà dit, anglophone. Bon, mais il fallait négocier une entente quelconque. Comment est-ce que le transfert était pour se faire? Alors, il faut parler au ministère de l'Éducation, il faut parler à la commission scolaire cédante, et puis, bon, ça, c'est un élément qu'il faut faire. Il faut avoir des élèves, des réunions avec les parents, convaincre les parents que le transfert va se faire en 1999, le 1er juillet, et puis les écoles vont ouvrir. Alors, il fallait faire un échéancier qui a un certain sens. Ça nous prend des enseignants. Tout ça, il faut que ça... Si tu dis, mettons, le 1er septembre 1999, tu ouvres une école, ça te prend des élèves, ça te prend des professeurs, ça te prend des... Tout doit être prêt en même temps. Oui, puis ça prend les fonds, il faut que ta paye soit prête. Parce que ces gens-là, il faut qu'ils soient payés. Alors, c'était... c'est comme être en affaires. J'imagine, moi, c'était mon expérience en affaires. Alors, il fallait... C'est comme ouvrir un magasin, ça te prend tout pour le jour de l'ouverture. Tu peux faire des concessions, peut-être que tu n'auras pas tout à 100%, mais il faut que tu aies au moins 90%, sinon les gens ne viendront plus. Alors, c'est la même chose pour nous. Il fallait mener tous ces dossiers-là de front, et puis il y avait quand même toute l'histoire aussi qu'on n'était pas satisfait avec ce que le gouvernement nous avait donné, parce qu'on n'était pas dans la loi scolaire, c'était une réglementation. Alors, une réglementation pour les gens qui ne sont pas tout à fait au parfum de la politique. Une réglementation, ça change par un arrêté au cabinet. Donc, alors, c'est facile de modifier ça. Ça peut avoir des côtés positifs, mais ça peut avoir des côtés négatifs. Si on manque notre coup, ça aurait pu être annulé, tout ça. Alors, nous, on voulait être dans la loi, alors enchâssé dans la loi. Alors, la bataille continue. Tout ça, ça se fait de front.
C'est pour ça que ça a pris un temps fou au niveau d'investissement personnel. Là, comme je dis, je finis de travailler à 4h30, prends l'avion, tu commences la réunion à 5h jusqu'à 10h30, 10h30, tu s'en vas à l'aéroport, prends l'avion à 11h pour revenir à minuit moins quart, et puis on recommence. Ça, c'est du dévouement. Ouais, mais ça, c'était peut-être un petit peu plus que ce qu'on avait demandé, dans le sens que je regarde ça, là, je sais pas comment j'ai fait pour faire ça, pour fonctionner là, à l'époque, là. Mais quand même, on a passé à travers, on a eu nos premières écoles. Bon, ça n'a pas été très, très facile, parce qu'il y avait, au niveau des enseignants, il y avait quand même le syndicat des enseignants qu'il fallait convaincre, qu'ils viennent chez nous. Il fallait les convaincre aussi que la convention collective soit en français, parce que ça fait partie des droits de gestion. D'avoir peut-être un local séparé pour les francophones, pour qu'ils puissent fonctionner en français eux-mêmes. Alors, au niveau des droits des francophones, c'est une chose, c'est un tournant dans l'histoire, c'était quelque chose de très important, parce que c'est un peu plus que juste l'éducation en français. Pour les enseignants, c'est leur façon de travailler, tout est à changer. Alors, à un moment donné, tout ça s'est arrivé. Et puis, ça a pris plusieurs années, mais en 99, si je ne me trompe pas, il faudrait que je regarde. L'historique est sur le site du conseil scolaire. Mais d'après moi, c'était en 1er juillet 99, on a signé les premiers enseignants, les écoles ont ouvert. Quand on n'avait pas une école, je pense que la première année où on n'avait pas d'école à nous, on louait les écoles. C'est-à-dire, comme par exemple à Bradam, on a loué l'école, on payait la commission scolaire de Victoria, puis on utilisait l'école où on était. Bon, mais là, c'est pas de la gestion, ça, c'est de la location. Alors, c'était pas de la gestion, c'était de la location. Alors, il a fallu aller revoir le juge, qui, après le jugement, avait dit qu'il ne fermait pas le dossier, que s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, de venir le voir. Alors, ces choses-là c'est comme ça que c'est arrivé, c'est-à-dire que la réglementation disait qu'on n'avait pas le droit d'être propriétaire. Ça a été long, on a démêlé tout ça. Puis finalement, le ministère de l'Éducation, ils ont enchâssé les droits des francophones dans la loi. Et puis à ce moment-là, ça a été possible d'avoir des transferts d'école. C'est-à-dire que, par exemple, l'école Brodeur, je ne me rappelle pas le montant exact, mais pour, 8 millions de dollars, ils nous ont cédé l'école que le ministère a payée. C'est-à-dire qu'il leur a donné 8 millions de dollars, puis là, on est devenu propriétaire. Mais l'histoire de l'école Brodeur, c'était que c'était une école qui était vétuste, qui devait être fermée pour les anglophones. Parce que c'était une vieille école. Alors là, on va retourner encore un petit peu plus en arrière, là, mais en 1985, cette école-là était fermée, c'était Harborview, parce qu'elle était dangereuse, le toit était dangereux, etc. Alors quand ils ont mis le programme cadre en 1985, avec le programme de la base militaire, c'est comme ça que l'école Brodeur a été créée. Ils nous avaient donné un montant d'argent, le fédéral à travers le ministère de la Défense, et le gouvernement provincial avait contribué pour mettre un nouveau toit. Mais il y avait des problèmes de ventilation, il y avait des problèmes de plomberie, des tuyaux de plomb, etc. Puis il y avait toutes sortes de problèmes. C'était une école qui était vraiment... certaines parties avaient été créées au début du siècle. Habituellement, une école s'est créée pour 35 ans, ça en avait 80. Elle avait fait son temps. Elle avait fait son temps. Puis l'affaire, c'est que, là, c'était de convaincre le gouvernement qui venait de payer 8 à 10 millions de dollars pour cette école-là, de nous donner d'autres sous pour en construire une neuve. Ça a pris beaucoup de temps avant que ça arrive. Mais l'école Brodeur n'est pas la seule. On a Anneberg à Vancouver, il y a plein de besoins. Alors là, maintenant, on avait des élèves, on avait des enseignants, on avait des écoles qui n'étaient pas à nous, mais qui pouvaient... Il y a eu des négociations à un moment donné je pense que c'était à Port Moody. Il y a une école qui est passée au feu. Bon, il était pour passer le bulldozer dedans, là. Il était pour la défaire complètement. Là, ils ont dit, on va vous la donner. Alors, c'est comme ça qu'on s'est ramassé avec nos écoles.
Alors, ils aimaient mieux nous donner une école qui avait passé au feu, puis nous donner des sous pour la rebâtir. Encore là, on parle de... C'était pas bien vu de donner des écoles aux francophones pour les raisons qu'on a nommées tantôt. Donc, donner des vieilles affaires, ça, c'est quand même... Mais ça marche encore aujourd'hui, en 2016. Ah, c'est encore comme ça? C'est encore comme ça. C'est pour ça qu'on est encore en cours avec le gouvernement, parce qu'on a des besoins criants. On a eu 4 écoles neuves, ça a été quand même une très belle progression, mais on a quand même 37 écoles, alors on a encore des écoles en location. Et quelles ont été les premières écoles que vous avez eues? Les premières, je pense, c'était Jules Verne. Oh mon Dieu. En tout cas, il y en a eu 4 des nouvelles écoles. Alors, je pense que c'est Jules Verne, puis... non. Ça a été Gabriel Leroy et Brodeur. Ensuite, Jules Verne et Au cœur de l'île. Alors, comment les décisions sont prises pour savoir qui était... On fait des plans, on travaille avec le système bureaucratique du ministère de l'Éducation, on fait des plans, puis à chaque année, il faut dire c'est quoi nos priorités, puis c'est comme la loterie, une fois de temps en temps, on gagne. Puis là, des fois, il y a mieux te donner 100 000 $ pour changer la ventilation dans une école que d'en bâtir une nouvelle. Puis, alors, au niveau de la gestion, c'est beaucoup de travail. Il n'y a pas un conseil scolaire ou une commission scolaire en Colombie-Britannique qui travaille comme ça. On est à travers la province. C'est des choses qui sont énormes à gérer. La plupart des conseils scolaires, ils ont des régions prédéfinies. C'est sûr qu'ils ont plus d'élèves dans leur région, mais c'est des régions immédiates. Alors, pour le directeur général du conseil scolaire, il gère 37 établissements dans la province. Tandis que le directeur général, par exemple, de la commission scolaire de Victoria, va avoir, 20 écoles à gérer, mais ils sont tous dans sa région. Il peut y aller tous les jours à chaque école s'il veut. Nous, on ne peut pas faire ça. Les conseillers ou les commissaires se rencontrent une fois par mois, mais ils ont des comités à chaque semaine, etc. Mais nous, les gens, il faut qu'ils prennent l'avion pour aller aux réunions. Alors, tout ça, c'est des défis qu'on a, là, que c'est constant. Les écoles du système anglophone sont habituellement des écoles de voisinage. Donc, le transport n'est pas une priorité, sauf peut-être dans les milieux ruraux. Mais pour nous, la plupart des écoles, il faut aller chercher les élèves dans des régions très étendues, puis les amener à l'école. Alors là, c'est une question d'accès. Puis le juge avait été très clair qu'il fallait qu'on nous donne le transport, parce que sinon on ne peut pas avoir les élèves... les francophones ne vivent pas en ghetto. Alors, il faut aller les chercher. À Souk, à Sydney, en fait, un peu partout. Oui, ici, la région est assez vaste, mais par contre, si on regarde la région qui est le représentant de Prince-Georges, ça va de Prince-Rupert à Prince-Georges, c'est Kitimat là-dedans, c'est énorme pour un conseiller. Alors, si tu y vas une fois par année dans chaque région, dans chaque école de ta région, c'est beau. La même affaire pour le sud de la province, là, le sud-est. Le représentant vient de la région de Kelowna, mais ça va jusque dans les Rocheuses, Revelstoke, Fernie, Nelson, c'est toute la région. Alors, tout ça, c'est beaucoup de défis. Au début, quand on regardait tout ça, on disait ils veulent qu'on se pète la marboulette un peu, là, et puis, mais par contre, il y avait affaire à des gens têtus. Alors, on s'est pas pété la marboulette. On a eu un déficit, ce qui a été très pénible à un moment donné, mais il faut se rendre compte que les besoins étaient beaucoup plus grands que les sous qu'on nous avait donnés. Si tu essayes de faire plaisir à beaucoup de gens, tu te ramasses avec un déficit assez rapide. Alors, malgré tout ça, ça a été très pénible. Ça a été un choc au système. Les parents étaient devenus contre nous, les syndicats étaient contre nous, mais on s'en est sorti en l'espace de 2 ans. Alors, on était 5 millions dans le trou, on a pris des mesures. C'est sûr que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais on a remonté la pente. C'est ça. Alors, c'est un peu, grosso modo, là, qu'est-ce qui se passe. Là, ça a été des grandes années. Maintenant, on a doublé le nombre d'élèves. Si c'est pas plus, il faudrait que je regarde mes statistiques. Là, mais on a une croissance de 25%, une moyenne de 6% par année, si je ne me trompe pas.
Alors, c'est populaire, c'est de l'éducation de qualité, à notre image, c'est-à-dire que, par exemple, dans nos cours, on parle des Autochtones d'ici, pas des Iroquois ou des Hurons, ça n'existe pas ici. Alors, on a fait beaucoup de changements. Aussi, un des avantages, c'est qu'on était un nouveau conseil scolaire. Alors, on n'avait pas tout un historique qu'il fallait se débarrasser. On a créé ça à notre façon, à notre image. Alors ça a été bien de ce côté-là. Il a fallu prendre des décisions un peu comme nous, les maternelles à temps plein, c'était pas négociable. Même si le ministère ne payait pas, nous, c'est une décision qu'on a prise. Au niveau socio-linguistique, c'est très important de prendre les jeunes le plus tôt possible pour les franciser, parce que la réalité est que des fois, il y a des couples exogames, c'est-à-dire que soit la maman ou le papa est anglophone, puis l'autre conjoint est francophone. Alors, c'est pas tout à fait idéal, disons. C'est pas comme si on vivait au Québec où les deux parents sont francophones. Et puis, alors, il faut franciser jusqu'à un certain point. D'un autre côté, il y a aussi la situation inverse, c'est-à-dire des gens qui émigrent du Québec, qui s'en viennent ici, qui, eux, ne parlent pas anglais du tout. Alors, il faut jusqu'à un certain point leur donner des cours d'anglais langue seconde. Les intégrer. Parce qu'ils arrivent en 4e année, en 5e année. Bon, alors, tout ça, il faut gérer tout ça, des choses que... Puis là, c'est ça, tu as tous les petits... les besoins spéciaux qui arrivent aussi, les besoins spéciaux, quand tu es dans un conseil scolaire francophone, tu peux avoir un psychologue qui va faire tes tests dans chaque commission scolaire. Ici, pour nous, on n'a pas la masse. 2, les psychologues francophones, il n'y en avait pas tant que ça. Alors, quand on mettait la main sur un, là, il fallait que cette personne-là puisse aller aussi bien à Prince-Georges qu'à Victoria ou Vancouver, ou tous les besoins d'une école. On ne pouvait pas se payer ça pour chaque école, donc il faut avoir des équipes volantes. Alors, ça, c'est un système qu'on a mis en place. Là, le nombre d'élèves est plus grand, donc on a plus de facilités, on a plus de revenus. Le ministère a changé sa façon de la dotation. Là. Alors, pour nous, ça a été avantageux parce que maintenant, on est payé par élève et non pas par école. Et depuis que l'école Brodeur, par exemple, appartient au CSF, qu'est-ce qui a changé pour les élèves? Qu'est-ce qui était... Parce qu'avant, c'était comme vous disiez, dans la commission scolaire de Victoria. Ouais. Et puis tout d'un coup, le fait que cette école-là appartienne au CSF, comment la vie change pour les enfants qui cette école-là? Bien, avec l'avenue de la nouvelle école, ça a changé bien des choses. Avant, les élèves avaient plutôt honte de leur école. Faire des intramuraux tout seul, c'est difficile. C'est des enfants qui vivent dans un milieu scolaire comme les autres jeunes de la région. Si tu veux jouer contre une autre école, puis ton gymnase est en lambeaux, c'est pas bien. Alors, question de fierté. Alors, être francophone, je me rappelle les premiers temps avec mes enfants, c'était plutôt un langage secret de papa puis maman. On n'en parle pas dans l'autobus, on a peur de s'afficher parce qu'on est francophone, on se fait pointer du doigt. Ça a changé. Maintenant, je ne dis pas qu'ils parlent toujours en français, mais il n'y a pas de honte. Moi, ma fille est plus jeune et je connais plein d'enfants de son âge. Ouais. Je trouve qu'il y a une grande fierté des jeunes maintenant. Ouais. C'est un plus d'être francophone. C'est acceptable. Alors ça a changé. C'est plus qu'être acceptable. Moi, je le vois, il y a une espèce de petit snobisme. Maintenant, de vraie fierté de dire hey, oui, nous autres, on parle français en plus. Mais tu vois, snobiste... un beau petit snobisme, ouais. Le fun. Les gens, au début, disaient il y a juste 5-6 élèves en 9e. 10, 12, les premières classes. Là, on parlait de ça le week-end passé. Là, la première classe, la première cohorte à l'école Brodeur. Et puis, il était 5-6. Puis l'année d'après, il était 10 ou 12. Puis, ça, au début, c'était négatif. On est petit. Mais ça n'a pas été long que c'est devenu un très gros positif. C'est-à-dire que c'était presque des écoles privées.
Il y a beaucoup plus C'est-à-dire d'encadrement. que surtout au niveau secondaire, si tu as un professeur pour 12 élèves en chimie, tu as quand même plus d'attention que si tu en as 30. Alors, tout d'un coup, ça fait partie des choses qui a fallu gérer pour dire, arrêter de penser, disons, minoritaire, d'avoir un petit complexe, là. Puis regarder ça du côté positif, il y a beaucoup de choses qui sont positives. Ça n'empêche pas que la tâche est difficile, mais il y a des bonnes choses, puis il va falloir regarder les bonnes choses, et puis s'attarder moins au mauvais côté. Puis ça a fonctionné. Les élèves, présentement, probablement que pour eux, c'est de l'acquis. Ils ne se rendent pas compte que la bataille, puis que la pente était très abrupte pour arriver où on en est maintenant. C'est pas parfait. Et les parents aussi, je pense, se rendent pas compte du travail qui s'est fait derrière. Mon épouse, elle a enseigné au programme cadre à l'époque, ça c'était avant le conseil scolaire, maternelle 7e année, dans la même classe. C'est ça, on parle au Québec, là, dans le temps de ma grand-mère, ça se passait comme ça, là, mais ça s'est passé ici, il n'y a pas très longtemps. Là. Ben c'est ça, alors on est parti de là à avoir 200, presque 200, une cohorte de 200 élèves au sein du conseil scolaire. Et qu'est-ce que ce serait la plus belle victoire de tout ce parcours-là? La plus belle victoire, je pense que ça en vient. On vient de finir un code cours, là, ça a duré 3-4 ans, encore. Là, on attend le jugement, là, présentement. J'aimerais ça qu'on ait accès aux mêmes choses que les anglophones ont accès présentement. Par exemple? Des écoles qui se tiennent debout, où on n'a pas besoin de s'inquiéter s'il y a un tremblement de terre qui tombe, là, tout va tomber. C'est sûr que ça, c'est des fonds spéciaux du ministère puis qui nous en donnent une bonne part. Mais par contre, comme je dis, la fierté d'une école, si c'est une belle école, comme je sais pas si je l'avais remarqué, mais on avait un nombre X d'élèves à l'école Brodeur. Quand on a ouvert la nouvelle école, on a doublé le nombre. Les francophones existent, ils sont ici. Mais ils ne voulaient pas envoyer leurs élèves à une école des Lambris, dans Maine-Neuve. Ils ont bâti je pense qu'à l'époque, on avait, encore les nombres, là, on en oublie un peu, mais disons, mettons, on avait 350 élèves quand on bâtissait la nouvelle école. On voulait en avoir une pour 750. Ils nous ont fait une école pour 500 élèves. Au premier anniversaire, alors on ouvre l'école, le premier anniversaire, l'école était pleine. Puis là, il a fallu attendre jusqu'à 600 ans avant qu'ils nous donnent le droit d'avoir une autre école. Mais ça, j'aimerais ça que ça se passe automatique, comme ça se passe pour les anglophones, qu'on réponde à nos besoins tels qu'ils sont. Ça coûte plus cher? Oui. Mais on y a le droit. Comme les anglophones l'ont le droit au Québec, nous, on a le droit de les avoir ici. La bataille est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas l'influence politique ou des nombres malgré que les nombres le justifient. Selon la charte, les nombres le justifient. Mais il y a encore un stigma qui nous empêche de dire les francophones auraient besoin d'une nouvelle école. On va se cacher, on va l'ouvrir en cachette, on va leur donner de l'argent, on va faire l'annonce un vendredi soir pour que personne ne fâche, on va l'ouvrir au mois de juillet pour que personne ne regarde, tu sais, puis ça existe encore, peut-être sous un emballage un peu plus luisant que dans le passé. C'est-à-dire que on n'en fait pas de grosses histoires. Avant, c'était vraiment tabou, il ne fallait pas en parler de ça. Là. Mais là, c'est moins pire, mais ça existe encore. Alors, comme on a identifié 20 écoles qui auraient, en théorie, là, si on gagne la cause, et puis que, c'est sûr que ça ne se passera pas dans une fin de semaine, là, mais il faudrait s'occuper de 20 écoles. Il faut les mettre à jour. 20 sur 37, dans toutes les régions. C'est dans le sens, c'est énorme, surtout du côté anglophone. Alors, la question d'équivalence. L'équivalence, c'est pas nécessairement égal, il faut peut-être en donner un petit peu plus pour pouvoir, parce qu'on a des besoins qui sont différents. Alors ça c'est le beau cadeau
à la fin je sais pas, il n'y a pas de fin à tout ça. Là. Je veux dire, il va y avoir un conseil scolaire francophone dans les 50 années à venir. Mais disons que dans l'immédiat, là, ça serait un beau... On arriverait à une grande étape. Là, si on pouvait avoir ce jugement-là, si le jugement était favorable, ça ne veut pas dire que le ministère ou le gouvernement de la Colombie-Britannique va accepter le jugement. Ça va peut-être faire un appel, ou eux vont avoir un appel du jugement, ou... La bataille n'est pas terminée. C'est un combat de tous les jours, puis il faut gagner petit peu par petit peu. Puis, on va à des réunions de provinciales de BCST. C'est l'association des commissaires d'école de la province. C'est incroyable les gens qui ne savent pas qu'on existe. Puis nous, on y va, là, on participe. Notre présidente fait un job superbe de relations publiques avec cet organisme-là. Et puis c'est encore surprenant que les gens ne savent pas qu'on existe ou qu'on a des besoins qui sont différents des leurs. Donc ça, c'est c'est le grand défi du CSF, d'être reconnu avec des besoins propres. Les besoins propres, de façon... aller trouver des équivalences. Moi, d'après moi, si on a ça à un moment donné, on va être sur un bon pied. Mais on est très... Ça nous donne... Il y a des côtés positifs à tout. Hein, dans le sens, le fait qu'on soit plus petit, malgré qu'il y a d'autres conseils scolaires anglophones qui sont plus petits que les nôtres, ça nous force à être un peu plus novateurs dans nos approches. L'introduction des ordinateurs dans une école, les commissions scolaires, c'est beaucoup de travail pour eux. Pour nous, ça a été une décision assez facile à prendre, puis on a pris des moyens pour le faire, puis rapidement. On est allé négocier directement avec Apple, puis ça s'est passé vite. Dans d'autres commissions scolaires, c'est plus difficile. On est à l'avant-garde dans certaines choses, parce qu'on n'a pas l'historique. Alors on commence... Au lieu d'avoir commencé avec des téléphones comme ça, on avait tous des téléphones cellulaires. mais c'est des choses qui arrivent, ça, très, très... Alors, il faut vraiment se consacrer au positif, puis de voir des choses, puis de penser autrement, puis de voir en tant que francophone, qu'est-ce qu'on voudrait de nos écoles. On veut que nos élèves fassent face aux défis du 21e siècle. Comment est-ce qu'on va les préparer à tout ça? C'est les mêmes défis que les autres écoles ont, mais nous, on a moins de bagages qu'eux, puis c'est peut-être plus facile pour nous de gérer ça. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Ou... Oui et non. Oui, peut-être, là, moi, ça m'a fait très mal, l'histoire du déficit. Peut-être qu'on ferait une autre forme de gestion sur... malgré qu'on s'en est sorti très rapidement puis très bien. Alors ça serait peut-être quelque chose que je ferais plus attention d'aller voir. Non, la bataille en vaut le coup. Mes enfants sont sortis du système. Je suis très fier de l'éducation qu'ils ont reçue. Ils fonctionnent très bien. Ils fonctionnent aussi bien en français qu'en anglais. Ça leur a rien enlevé d'être allés à l'école francophone. C'est quand même quelque chose. Ils passent 15 ans dans le système, hein, parce qu'il y a eu la garderie qui était à l'école, plus les 12 années. Là. Alors, c'est quelque chose. C'est quand même un défi pour eux aussi, parce qu'ils vont toujours dans la même école. Puis, malgré que là, on a 2-3 campus, avant, on en avait seulement un, alors tout était concentré. Alors, mais 90% des choses, je ne referais pas de façon différente. De façon dramatique. Il y aurait peut-être des petites choses à changer. Là. Grosso modo, je pense que la bataille valait le coup, aucun regret, mais c'est pas fini. La bataille continue. Et si on avait à imaginer le CSF dans 20 ans, 50 ans, qu'est-ce que c'est votre vision? Ben, ça serait un modèle que même les anglophones seraient jaloux un peu, là. C'est-à-dire qu'on aurait fait beaucoup de progrès, et au niveau pédagogique, et au niveau d'une gestion scolaire. Parce qu'on est capable de le faire si on nous donne les moyens. Les moyens, il faudrait avoir les écoles. Il y a un paquet de francophones qui ne sont pas encore dans nos écoles, qui vont dans les écoles d'immersion, qui est un programme qui a été fait pour les anglophones. Alors, si on veut angliciser les francophones, c'est mieux de les envoyer en immersion. Pour les anglophones, c'est très bien.
ils deviennent très francophiles, c'est bien. Mais pour une famille francophone, moi, le choix est... Je ne me poserai même pas la question, mais il y a des personnes qui préfèrent les envoyer là. Pour des raisons diverses. Mais si on a un système qui correspond aux besoins de la communauté, je pense que ces gens-là, dans le futur, pourraient venir à l'école. On ne verrait pas cette différence-là. Alors, pour un parent francophone qui arrive avec sa famille ici, le choix, ça serait indéniable, c'est là qu'ils vont aller. Parce que ça fait pas mal, hein, parler 2 langues, parler 3 langues, ça fait pas mal du tout. Mais moi, je sais, quand je suis arrivée ici, j'étais enceinte et j'avais peur que ma fille parle jamais l'anglais. Oui. C'est sûr que maintenant, je le vois vraiment différemment, puis je suis contente de l'avoir envoyée à l'école en français. Mais on a vraiment cette peur-là, quand on a 2 parents francophones, que nos enfants ne vont pas apprendre l'anglais. On apprend le français, mais on attrape l'anglais. Oui. C'est comme un mauvais rhume. C'est comme un mauvais rhume. On parlait tantôt de ma première... Ariane, ma fille la plus vieille, elle, tout était en français pour elle. Elle était petite, elle n'avait pas d'autres, son frère, sa soeur, elle n'était pas née encore. Là. Pour elle, alors elle était très francophone. Le deuxième, quand on est déménagé dans cette maison-ci, là, il y avait déjà sa soeur la plus vieille qui faisait des interactions sociales. C'est-à-dire que les voisins, tout à coup, existaient. Alors lui, il jouait avec les petites voisines à côté, des anglophones qui ne parlent pas français. Donc, quand il est rentré à l'école, il parlait un peu anglais. Ma première ne parlait pas du tout anglais. La troisième parlait anglais très très bien quand elle était à l'école, en première année, en maternelle. Comparativement aux autres, là, c'était elle était beaucoup plus anglicisée, si on veut dire, là, mais c'était pas rien de grave. Là, mais alors, tout ça pour dire que le français, là, c'est à conserver. L'anglais, c'est à cultiver, puis ça se fait très rapidement. Ça se fait là, comme... naturellement, sans avoir à se... Parce que les interactions, tu prends l'autobus, le chauffeur d'autobus en anglais, tu sais, tout autour de toi. Nous, on faisait des gros efforts là, pour avoir des gardiennes en français, après l'école, d'avoir des nannies ici, là, des francophones, on a eu des franco-ontariens, le dentiste c'est un francophone, le médecin c'est un francophone. Mais il faut le chercher, là, parce qu'on ne les trouve pas facilement, ces gens-là. Bon, tout ça pour dire qu'il faut créer un monde qui n'existe pas nécessairement, où c'est un effort terrible à faire, mais ça vaut le coup. Comme l'effort pour avoir une école francophone, gérée par les francophones, avec des enseignants francophones, tout est francophone. Et pour terminer, en tant que francophone, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier maintenant? Ben, je regarde mes enfants, là, je suis très fier d'eux, là, dans le sens qu'ils ont survécu des moments assez pénibles, parce que papa s'occupait de leurs affaires, mais c'était pour payer à long terme, pas à court terme. Alors ça, c'est une bonne chose. Ils ont très bien réussi. C'est la preuve que c'est possible de le faire. Ben moi, ça fait 40 ans quasiment, 41 ans que je suis ici. Puis c'est ça, on a survécu, puis on est encore francophone. J'espère que mes petits-enfants sont francophones. Ce serait bien. Et qu'ils vont aller à l'école Brodeur. Évidemment. Merci Marc-André Ouellet. OK. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.